Bonjour et bienvenue sur Astroconscience pour cette troisième vidéo où je vais vous présenter le Jyotish, l'astrologie indienne. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathelin Jordan, je suis apiculteur, je suis astrologue en astrologie indienne aussi et je suis étudiant de la conscience. Avant de vous parler du Jyotish, je vais essayer de vous parler de 2-3 notions pour cadrer un petit peu la pratique. La première notion, ça va être la notion de réincarnation. Voilà, en Inde, dans la culture indienne, la réincarnation est plus qu'une croyance, hein. Pour ma part, c'est aussi une certitude. Qu'il y ait une conscience après la mort qui perdure, pour moi, ça n'a pas de doute. Donc, voilà, ce qu'on appelle le samsara en Inde, le cycle des vies, qui permet l'évolution à chaque vie. L'évolution de notre être, de notre âme, à chaque incarnation. Donc, voilà, dans l'évolution, pour moi, nous avons été minéraux, nous avons été des végétaux, puis des animaux, aujourd'hui des humains, et puis demain, notre futur, c'est autre chose au-dessus de l'humain. Aujourd'hui, on est identifié à travers notre ego dans la matière, à travers le corps d'un humain, en incarnation sur cette planète, sur la planète Terre. Donc le Jyotish, ça permet vraiment D'ailleurs, ça s'appelle la science de la lumière. Le Jyotish, c'est science de la lumière. Et donc ça permet de voir vraiment ce que l'âme est venue étudier. Parce que la Terre est notre école. Donc ce que l'âme est venue étudier durant cette incarnation. Ce qu'elle est venue expérimenter à travers des épreuves, développer des talents. Voilà. Le souci, c'est quand à la naissance, il y a cet oubli de l'être que nous sommes dans son entièreté, l'être de conscience, l'esprit, l'âme. Et on grandit à travers un ego qui prend de plus en plus de place dans notre vie, hein, au fur et à mesure qu'on grandit. Donc il y a une identification à cet ego qui prend le pouvoir, et le jeu est de reprendre ce pouvoir à l'ego, de reprendre les manettes, en fait, le pilotage de l'ensemble. Et pour ça, il faut déjà reprendre conscience de sa dimension profonde et avoir cette volonté, parce qu'à la base, c'est vraiment une volonté qu'il faut pour aller voir cette partie qui n'est pas concrète, qui n'est pas matière. Alors la matière est une émanation de la conscience est première. Et aujourd'hui, les sciences, par exemple, ont toujours étudié la matière. C'est pour ça qu'elles butent sur toujours comment fonctionne l'univers, etc. Parce qu'elles étudient que ce qui est observable, mais elles ne prennent pas en compte le fait qu'il y a un observateur qui fait partie du système. Et donc que la conscience est primaire. Tant qu'on
n'utilise pas la conscience, on n'arrivera qu'à des hypothèses qu'on formule dès le début, qu'on étudie que ce qui est observable. Voilà, là je m'éloigne un petit peu, mais ça me permet de mettre un cadre à ça. Donc cette notion d'incarnation et le fait que donc à chaque incarnation, notre âme choisit d'expérimenter, de travailler certaines choses qui sont en relation, bien sûr, avec nos vies précédentes, avec tout ce qu'on a vécu dans les incarnations passées, qui sont les mémoires de notre âme. Et donc on a tous notre chemin à travers ça. Et donc voilà, donc le Jyotish, ça permet vraiment dans ce cadre de mettre la lumière sur ce qu'on est venu expérimenter, manifester dans la matière. Donc il y a cette notion de karma. Karma, c'est action-réaction. Donc si je fais quelque chose de mal, en fait, tant que j'aurai pas compris qu'il faut que j'agisse différemment, ça va m'être représenté d'une autre manière pour que je puisse apprendre des leçons et donc avoir un autre comportement. C'est pour ça qu'il y a des cycles répétitifs. Dans la vie, quand on a eu la mauvaise réaction ou un mauvais comportement par rapport à une certaine chose qu'on est venu apprendre, et ben ça se répète. Ça se répète dans d'autres manières. Et tant qu'on n'a pas compris, ça va se répéter. Donc voilà, ça c'est une des notions du karma. Et donc ça peut être identifié. L'autre chose qui peut aussi... en fait, c'est un véritable GPS de l'incarnation. Donc on peut voir ce que l'âme est venue expérimenter en tant que talent, sa raison d'être, son dharma. Pour cela, bien sûr, il va falloir se désidentifier, faire une désidentification de l'ego et du coup avec ce regard de l'être, vraiment réaliser ce qu'on est venu faire. Voilà. Après, le Jyotish, c'est une science sacrée qui date ça doit dater de 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est très très vieux. C'est une science védique, ça s'appelle aussi l'astrologie védique. La divinité du Jyotish, c'est Ganesh. Voilà, cette divinité, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, avec la tête d'éléphant. Très sympa, Ganesh. Donc fils de Shiva et de Parvati. Ganesh qui est aussi la divinité de la connaissance. La connaissance qui est aussi des grandes clés pour reprendre notre pouvoir. Voilà, c'est pour poser un peu le cadre avant de vous montrer un thème astral. Une consultation en Jyotish aussi, ça permet vraiment de brûler du karma par ces prises de conscience. Avec l'astrologue, il y a une relation qui s'établit à travers un espace vibratoire qui se lie avec l'astrologue. Et donc on va pouvoir mettre des points qui vont éclairer la personne qui est en demande à ce moment-là sur des difficultés qu'elle traverse, sur des flous, sur des brouillards,
Parce qu'il y a des moments de vie où tout va bien, mais il y en a d'autres où c'est plus compliqué. Donc, voilà. Je vais tout de suite vous basculer un thème et puis on va avoir un support, un petit support pour être un peu plus explicite. À tout de suite. Donc voilà comment on se présente un thème ici. Donc c'est le thème de John Lennon. Donc on a bien, donc pour faire un thème astral, bien sûr, il faut la date de naissance. Donc là, John Lennon, il est né le 9 octobre 1940 à 18h30. L'heure est importante aussi, la plus précise possible, à Liverpool. Ici, donc, on voit un thème carré. Les petits sigles autour des en bas à droite de chaque carré, c'est la constellation. Donc on commence ici avec le bélier, le taureau, le gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau et poisson. Donc ça, quels que soient les thèmes, ça ne bouge pas. Les signes restent toujours dans les mêmes cases. Après, en Jyotish, on a 9 planètes, ce qu'on appelle. Dans le concret, on a 2 luminaires, mais qui sont considérés comme des planètes, parce que ce qu'on appelle des planètes en astrologie, en fait, c'est des astres errants. C'est-à-dire que par rapport à la Terre, c'est ce qu'on va voir bouger dans le ciel. Les constellations qui constituent le zodiaque, ici le zodiaque sidéral, donc Bélier, Taureau, en fait, sont le fond, constituent le fond du théâtre un peu. Et devant ce fond, il y a les acteurs, des astres errants, qu'on appelle les planètes. Donc on va considérer le Soleil et la Lune comme des planètes en astrologie. Et en astronomie, bien sûr, ce n'est pas des planètes, mais en astrologie, c'est considéré comme des planètes. Donc le Soleil qui est symbolisé ici en jaune, avec un rond et un point. La Lune. Et après, on va avoir les 5 autres planètes. Donc Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Voilà. On a aussi ce qu'on appelle les nœuds lunaires en astrologie indienne. Donc le nœud lunaire ici, là, qu'on appelle Ketu, qui est le nœud sud. Et ici, à l'opposé, on a Rahu, qui s'appelle le nœud nord. C'est des endroits dans le ciel où c'est des points d'éclipse. En fait, c'est des endroits où quand le Soleil ou la Lune sont alignés et passent par ce point, il y aura une éclipse. Une éclipse, c'est du coup la lumière qui est coupée à cet endroit par l'alignement. Soit la Lune empêche le Soleil d'allumer, d'éclairer la Terre, parce qu'elle est alignée. Soit c'est la Terre elle-même qui éclipse la lumière du Soleil et qui va empêcher la lumière sur la Lune. Donc ça, c'est des points d'éclipse, c'est très important au niveau de l'astrologie indienne. Ils sont donc Rahu
et Ketu sont tout le temps diamétralement opposés. Ici, on a Rahu à 18 degrés en Vierge et Ketu à 18 degrés en Poisson. Donc c'est vraiment une opposition toujours parfaite et ça se déplace toujours en opposition comme ça. Voilà. Après, il y a ici ce qu'on appelle l'ascendant. Donc l'ascendant, c'est vraiment ce qui va représenter le natif, le corps. Tout part de l'ascendant. Et depuis l'ascendant, va être défini des numéros ici, qu'on appelle les maisons. Voilà, donc où il y a l'ascendant, c'est la maison 1. Et après, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jusqu'à la 12 ici. Parce que du coup, John Lennon est ascendant Poisson. Ces maisons vont être en relation avec des domaines dans la matière, des domaines dans la santé. Voilà. Par exemple, la maison 5, c'est la maison qui va parler des enfants, mais ça va aussi parler de la créativité, ça va parler de ce qu'on aime répéter, des jeux, des plaisirs. Voilà, la maison 7, ça va être ce qui fait opposition à la maison 1. La maison 7, ça va être l'autre, ça peut être mon conjoint, ça peut être mes partenariats, ma relation à l'autre. Voilà, donc chaque maison, donc on ne va pas faire détailler chaque maison, hein, je ferai d'autres vidéos pour détailler et les planètes et les maisons, mais chaque maison a une signification, chaque planète aussi. Donc après, le fait de faire de l'astrologie, c'est trouver les analogies entre les maisons et les planètes pour faire des lectures de thèmes. Voilà, ici à droite, vous avez ce qu'on appelle le Vimshottari Dasha. Donc c'est aussi vraiment une caractéristique du Jyotish, de l'astrologie indienne. C'est-à-dire que il y a des périodes planétaires. Ici, John Lennon donc, est né dans une période de lune, c'est-à-dire que jusqu'à ses 9 ans, de sa naissance à ses 9 ans, il a été sous une énergie de la lune. Il était dans une période de Mars de ses 9 ans à 16 ans, une période de Rahu de 16 ans à 34 ans, ainsi de suite. Et dans chaque période, bien sûr, il y a des sous-périodes. Lune-Lune, Lune-Mars, par exemple. Donc, dans la grande période de Lune, à partir de ces 5 jours, il était sous Lune-Mars. Donc, on peut interpréter sa période de vie par rapport à où est Mars, que représentait Mars, comment est disposé Mars. Et donc, ça va nous donner des indications, en fait, sur tout le déroulé de cette période. C'est pour ça qu'avec le Jyotish, on peut vraiment identifier les périodes qui peuvent être plus ou moins compliquées. Ici, Saturne est en chute dans sa maison 2. On imagine que la période de Saturne, ici, en chute dans sa grande période.
Donc je sais même pas s'il a été jusqu'à 50 ans, John Lennon. Non, voilà, du coup, je viens d'aller voir. Et John Lennon est mort à 40 ans. Du coup, il n'est même pas allé jusqu'à cette période de Saturne. Il est décédé dans la période de Jupiter. Jupiter qui est son maître de l'ascendant, parce que Jupiter maîtrise les poissons. Voilà, donc ça représente vraiment son corps. Jupiter est dans un nakshatra régi par le dieu de la mort, qui est Bharani, et conjoint en plus à Saturne. Il est exactement décédé en période de Jupiter-Mercure, et Mercure est ici dans la maison 8. C'est une maison qui est liée à la mort. Donc voilà, c'était pour vous montrer que il y a vraiment une chronologie, une biographie qui est vraiment un point vraiment hyper important pour le Jyotish, pour l'astrologie indienne, qui permet d'établir ce que je vous ai dit, comme un GPS de l'incarnation. Ensuite, ce qui fait vraiment, qui est caractéristique aussi du Jyotish, c'est ce qu'on appelle les nakshatras. Ici, par exemple, vous voyez l'ascendant étant Revati. Ici, c'est marqué Rêve. Donc, voilà, c'est des demeures lunaires. La Lune, le Jyotish est une astrologie lunaire. C'est-à-dire que la Lune est vraiment l'astre prépondérant dans le Jyotish, à comparer dans de l'astrologie occidentale où on va prendre le Soleil, où on va donner le signe astrologique par la position du Soleil à la naissance, et dans le zodiaque tropical, qui est pas celui-ci. Alors que en astrologie indienne, on prend la Lune. Ici, par exemple, on pourrait dire que il a sa Lune en Capricorne, donc John Lennon est Capricorne ascendant Poisson. Mais par rapport à ces demeures lunaires, donc il y a 27 demeures lunaires. Ça commence par ici en Bélier avec Ashvini, et en fait il y a 27 demeures lunaires pour faire la boucle. Et le dernier sera Revati. Donc là, par exemple, là, il y a le deuxième nakshatra qui est Bharani. Ici, vous avez Magha, Ashta, Svati, Shravana. Et donc, chaque demeure lunaire est une micro-constellation dans le ciel. Et chacun de ces nakshatras a vraiment une caractéristique. Comme un peu les signes astrologiques, mais là c'est vraiment il y a une mythologie derrière, il y a vraiment et c'est dirigé par des planètes aussi. Donc c'est un peu plus complexe, mais en fait c'est très très profond et très puissant. Donc on pourrait dire ici que John Lennon est son signe c'est Shravana, quoi. Ici on voit la Lune. Si on regarde au centre, on a ici Lune. Donc les premières lettres du nakshatra qui s'appelle Shravana. Et Shravana est géré aussi par la Lune elle-même. Donc la Lune ici est dans son propre nakshatra.
donc vraiment en bonne position, parce qu'elle est dans une demeure lunaire qu'elle maîtrise elle-même. Voilà, donc il est très intéressant d'utiliser, d'étudier chaque nakshatra pour aller encore plus profondément dans l'interprétation. Moi, je travaille énormément avec les nakshatras. Par exemple, ici, on voit que il a l'ascendant en Revati, avec Ketu en Revati. Revati, c'est géré par Mercure, mais c'est lié vraiment à quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, voilà, des fulgurances qui peuvent être très très créatifs, très particuliers quand même, avec Ketu ici collé à l'ascendant. Donc voilà, enfin, c'est vraiment très profond. Qu'est-ce que je peux vous parler aussi sur... Donc là, c'est le thème natal, ici. Et puis après, on a un autre petit thème, ici, qui s'appelle le D9, ou le Navamsa. Et ici, on va voir, moi je l'identifie au Dharma, en fait, à vraiment... c'est-à-dire que si on a fait le chemin, si on a fait le boulot et qu'on est calé entièrement, qu'il n'y a plus d'ego, qu'on est dans notre être, eh ben, c'est ce thème qui joue. C'est ce thème qui va prendre place et qui va remplacer de plus en plus ce thème natal. Donc il y a une évolution qui peut se faire du thème natal vers le D9, vers le Dharma. Et ici, même s'il y a des planètes qui peuvent être mal dispositionnées, mais c'est pas un problème, parce qu'en fait, ici, tout est juste pour la personne. Tout est... C'est ce qu'elle doit être. Qu'est-ce que je pourrais vous expliquer encore? Oui, alors ici, je suis sur un logiciel qui s'appelle Olympia. Bon, il est super top hein, comme logiciel. Je crois que ça doit être une centaine d'euros juste une fois, et il n'y a pas d'abonnement, hein, vous l'avez à vie. Et puis, il n'y a pas que l'astrologie indienne, il y a plein d'autres, toutes les formes d'astrologie sur ce logiciel, mais il est très graphique et il est pas mal. Après, si vous voulez regarder votre thème, vous pouvez rien que télécharger une petite application qui s'appelle Jyotish App sur votre téléphone. Et du moins pour avoir, vous allez avoir votre ascendant, enfin votre thème, etc. Et puis commencer à regarder hein, dans quel ascendant je suis, où est la lune, et puis peut-être regarder ce que veut dire chaque nakshatra. Hein. Il y a des vidéos sur d'autres sites ou d'autres chaînes où si vous tapez votre nakshatra, vous allez avoir des informations. Voilà. Voilà, pour terminer, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que, comme vous avez pu remarquer, on s'arrête à Saturne. En astrologie indienne, on ne prend pas en compte les transsaturniennes, c'est-à-dire Uranus, Neptune, Pluton. Ce n'étaient pas des planètes découvertes en ce temps-là. Et puis, ce n'est pas des planètes visibles à l'œil nu. Donc, Saturne est la dernière planète la plus lointaine visible à l'œil nu. Et donc l'astrologie, en ce temps-là, s'était arrêtée à cette planète. Et ça suffit d'ailleurs amplement.
Alors moi j'utilise les transsaturniennes que j'intègre dans ce thème, mais plutôt pour faire de l'astrologie mondiale ou des prévisions pour un pays. Voilà, mais sinon on reste jusqu'à Saturne. Les prochaines vidéos, ça sera sur les éclipses. Là, on va partir de mi-mars. Donc mi-mars et fin mars, il y aura deux éclipses, une éclipse lunaire et une éclipse solaire. Donc je ferai ma prochaine vidéo pour vous montrer comment on peut faire des prévisions suite aux éclipses. Alors, c'est pas dans le cadre du Jyotish, ça, parce qu'en vrai, je vais faire une prévision, par exemple ici pour la France. Et puis c'est des techniques occidentales que j'adapte dans le zodiaque sidéral. Voilà, sinon aussi le 13 mars, je suis invité sur une chaîne, la chaîne de Marie Montbrun, qui s'appelle Vivre en amour avec la vie. Et donc on va avoir un entretien ensemble avec Marie qui m'accueille sur sa chaîne pour un entretien ensemble. Donc ça va être super top. Et je vous partagerai bien sûr cet entretien. Merci de m'avoir écouté. Et puis je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.